Barbier, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous, même aux ongulés de la planète. C'est votre édito du lundi. Nicolas en parlait. Et oui, J-1 avant la présidentielle américaine. Les deux candidats vont entamer leur sprint final vers la victoire, puisque demain, mardi, 240 millions d'électeurs doivent s'exprimer dans les urnes aux États-Unis. Alors il faudra attendre le lendemain, un mercredi, pour découvrir les premiers résultats. Kamala Harris ou Donald Trump sera le 47e ou la 47e présidente des États-Unis. Est-ce un enjeu si important que cela pour le reste de la planète, Christophe ? En apparence, oui, puisque la planète entière se passionne, on dramatise, on fait des soirées spéciales, comme si c'est notre destin qui était en jeu. Quand on réfléchit un peu, on se dit, non, parce que finalement, Trump, on l'a eu à la Maison-Blanche de 2016 à 2020. Finalement, on s'en est remis. Ça n'a pas été la catastrophe, l'apocalypse qu'on nous annonçait quand il a été proclamé vainqueur. Mais si on creuse encore plus profondément, attention, ce n'est plus le monde de 2016, ce n'est plus le Trump de 2016. D'abord, Trump, il s'est organisé. Il a, auprès de lui, nous dit-il, une vraie équipe qui va complètement occuper les postes autour de la Maison-Blanche, qui va trumpiser ce qu'il appelle l'État profond et qui va éviter les check and balances, c'est-à-dire les systèmes de contrôle qui permettent aux États-Unis d'éviter les embardés. Éviter les embardés, ça veut dire avoir un Congrès qui veille au grain, mais avoir surtout une administration qui continue à assurer le respect du droit, même si du côté de la Maison-Blanche, le président a quelques foucades. Eh bien, c'est cela que Trump nous promet, il ne rééditera pas les erreurs de 2016 et ça peut nous inquiéter. Et puis le monde lui-même a beaucoup changé. Il y a notamment 3 conflits sur lesquels l'action de Trump est quand même difficile à prévoir et inquiétante. Que se passerait-il entre l'Ukraine et la Russie ? Est-ce que Trump abandonnerait immédiatement l'Ukraine en disant à Poutine « Tu t'arrêtes !» On lève les sanctions, tu gardes ce que tu as pris en Ukraine et puis on arrête avec cette guerre d'un autre temps. Il y a évidemment le conflit au Proche-Orient où l'on sait que Trump pourrait soutenir de manière extrêmement forte Israël. Mais attention, ce n'est pas la première fois qu'il transformerait cette zone, non pas une zone à laquelle il s'intéresse, mais à laquelle il veille à ses propres intérêts, aux intérêts des États-Unis, c'est-à-dire au cours du pétrole. Et je ne suis pas certain que son action pourrait être à ce moment-là pacifique. Israël voit en Trump un allié de la première heure. Peut-être Israël aurait-elle des désillusions si Trump décidait de voir au-delà ses propres intérêts. Puis le troisième conflit, c'est le conflit avec la Chine. Et là, on sait que depuis 2016, Pékin a avancé ses pions. Comment ferait Trump pour sauver Taïwan ? Est-ce qu'il irait vers la guerre ? Alors Kamala Harris et Donald Trump, en tout cas, sont au coude à coude. Tous les sondages confirment un mano à mano à suspense. Christophe, qu'est-ce que cela nous dit de la démocratie américaine ? Qu'elle va mal, qu'elle est dans une crise profonde. D'abord à cause de son mode de scrutin stupide. Que nous dit-on aujourd'hui ? Que quelques milliers d'électeurs dans un comté de Pennsylvanie, par exemple le comté d'Erie, tout près du Grand Lac, pourraient faire basculer cet État. La Pennsylvanie, c'est 19 grands électeurs. Et ces 19-là pourraient faire basculer l'élection. C'est-à-dire que le vainqueur pourrait avoir plus de voix au niveau du vote populaire, c'est-à-dire au niveau des États-Unis, si on totalise tous les électeurs, mais moins de grands électeurs parce qu'il aurait perdu la Pennsylvanie. Et le vainqueur serait proclamé grâce à ces quelques milliers de voix déplacées dans le comté de Pennsylvanie. Première erreur de cette démocratie, première errance, ce mode de scrutin. Ouais. Un système qui marche sur la tête, qui n'est pas démocratique. Mais deuxième aussi particularité à laquelle il faut songer. Vous savez qu'on ne vote pas que pour le président des États-Unis là-bas. On vote pour le shérif, le gouverneur, des élus du Congrès. On vote pour des tas de choses. Par exemple, on vote, je crois, dans le Colorado pour rétablir ou non la chasse au lynx. On vote dans beaucoup d'États pour se prononcer pour ou contre l'avortement, pour ou contre la légalisation de la marijuana. Dans le Maine, on va même voter pour savoir si on garde le drapeau actuel ou si on rétablit l'ancien drapeau du 19e siècle. Parce que le drapeau actuel, il y a 2 individus au pied d'un arbre avec un élan, et ces 2 individus sont blancs. Alors, oh là là, c'est choquant à notre époque, il ne faut pas qu'ils soient blancs. Donc, vous voyez, le nombre de scrutins, j'ai trouvé un comté où il y a jusqu'à 79 votes. Comment voulez-vous qu'un électeur remplisse 79 cases sans perdre un peu de son jugement ? Cette démocratie marche sur la tête. Trop de démocratie, ça peut tuer la démocratie. Donald Trump, en tout cas, est le candidat des Républicains depuis des années maintenant. On sait que c'est lui qui représente les Républicains. Kamala Harris est arrivée un petit peu sur le tard après le désistement de Joe Biden. C'est vrai que les démocrates ont mis du temps, finalement, à trouver ce nouveau candidat, en tout cas à l'afficher. Si la candidate démocrate perd, à quoi devra-t-elle sa défaite ? À 3 phénomènes. D'abord, l'échec de Joe Biden et de Kamala Harris. Ces 4 années ont déçu. Et le fait que Biden s'accroche, n'a pas aidé Kamala Harris jusqu'aux dernières bourdes. Quand Biden, il y a 3 jours, traite les électeurs de Trump d'ordure, il n'aide pas sa suppléante. Deuxième échec, l'échec des démocrates qui n'ont pas été capables de produire un candidat ou une candidate plus attractif
que Elle n'est Biden pas très ou connue. Harris, elle Ouais. n'est pas assez connue, elle n'a pas mis son empreinte sur les 4 années écoulées. Et puis surtout, les démocrates n'ont pas fait leur mue idéologique. Ils sont trop soumis à l'intérieur du parti aux forces qu'on peut appeler globalement du wokisme. Et si Trump gagne demain, ce sera en partie par rejet du wokisme. Les deux phénomènes qui le portent, c'est d'un côté l'immigration qui devient incontrôlée, de l'autre la réaction de l'Amérique profonde contre le wokisme qu'on avait à l'œuvre. Et puis si elle perd Kamala Harris, elle le devra quand même à un personnage, sans doute. C'est Jill Stein. On n'en parle pas beaucoup, c'est une des candidates complètement délaissée qui n'a aucune chance de gagner. Mais Jill Stein, si elle fait quelques dizaines de milliers de voix dans certains États, on peut penser au Wisconsin, au Michigan, elle va faire perdre ces États à Kamala Harris. Et Jill Stein, c'est la candidate écolo qui se promène tout le temps avec un kéfier et qui est carrément la candidate pro-Hamas de ces élections américaines. Eh bien, par les voix qu'elle va réussir à capter, notamment, nous dit-on, dans le monde ouvrier musulman de certains États, elle peut faire perdre Kamala Harris et faire élire Donald Trump. On suivra évidemment donc les développements, l'élection, les premiers résultats attendus mercredi matin et on fera le point avec vous, Christophe Barbier. Alors on revient à l'actualité en France. Mettre une quarantaine de ministres dans une même pièce, laisser mijoter pendant environ 5 heures et espérer qu'il en ressorte des solutions concrètes pour le pays. C'est la recette qui ne promet aucun miracle mais que Michel Barnier a mis sur pied. Le séminaire intergouvernemental qui commence ce matin, je crois, à 9h. Alors à quoi ça sert ? Eh bien, d'abord, ça sert, puisque vous prenez la métaphore culinaire, à fabriquer un risotto. C'est quoi un risotto ? C'est quelque chose de bien congruent, de bien cohérent. Or, ce gouvernement, composé de briques et de broc, avec des ministres venus de familles différentes, il a besoin de cohésion. Donc, ce séminaire gouvernemental, comment il dirait Nicolas ? C'est du team building en anglais. Eh bien voilà, il y a un peu de cohésion à faire, d'autant que ça a tangué entre les ministres et l'Assemblée nationale. Deuxième effet culinaire, il s'agit de faire du sucré-salé. Et ça, c'est original. Sur quoi Michel Barnier a-t-il demandé à ses ministres de plancher ? Sur des couples de thèmes, des duos de thèmes. Par exemple, État et collectivité locale. Est-on jacobin ou girondin ? Est-ce qu'on peut concilier les deux ? Travail et prestations sociales. On veut valoriser le travail, donc on diminue les prestations sociales. Mais ça met en péril notre système social. Oui, mais si on augmente les cotisations, on nuit au travail. Immigration et intégration. On a besoin d'immigration, mais comment réussir l'intégration ? L'intégration, c'est bien, mais si ça attire des immigrés qu'on ne peut pas intégrer, qu'on ne désire pas, c'est mal. Voyez, et en même temps, barnieriste. C'est peut-être ça l'intérêt de ce séminaire. Et puis il s'agit de préparer 2029. Alors ça, la métaphore culinaire, c'est de la conserve. Il va fabriquer des conserves, Michel Barnier, c'est-à-dire mettre des réformes à mijoter pour les mettre en boîte ensuite en espérant qu'après la présidentielle 2027, elles pourront être réveillées et aider le pays à se moderniser. Vous parlez de 2029, justement, préparer l'horizon 2029. Est-ce que c'est raisonnable pour un gouvernement qui connaît actuellement une situation autant précaire ? Oui, pour moi, ça relève du devoir d'un gouvernement. Il faut s'occuper de l'urgence en fonction de la situation politique du moment, mais il faut aussi s'occuper de l'avenir. Un ministre n'est là que pour quelques mois ou quelques années, mais il doit se dire dans 10 ans, dans 15 ans, mes successeurs, il faudra qu'ils trouvent dans ce que j'ai fait aujourd'hui des leviers pour leur action de l'époque. Donc les ministres d'aujourd'hui doivent penser à 2029, doivent penser à la France de 2040. Si vous êtes à l'industrie, à l'économie, même à l'agriculture, vous devez penser le temps long. C'est le devoir de ce gouvernement. Mais c'est aussi une manière de s'occuper de la présidentielle 2027. Ils ne pensent qu'à ça à l'Assemblée nationale, tous les présidentiables. Darmanin, Attal, Édouard Philippe, ils sont tous lancés dans la présidentielle 2027. Le gouvernement ne peut pas faire l'impasse sur ce rendez-vous qui est le rendez-vous majeur de notre démocratie. Michel Barnier qui a 73 ans, est-ce que ça signifie aussi peut-être que lui a des ambitions aussi peut-être pour lui-même ? Ben pourquoi pas ? D'abord parce que 73 ans, c'est pas plus vieux que Donald Trump. C'est vrai. C'est pas tellement plus vieux que Poutine. Ben c'est pas plus vieux que Jean-Luc Mélenchon qui y pense à 2027 et même François Bayrou qui a le même âge. Rappelons-nous aussi d'Édouard Balladur, arrivé comme Premier ministre en 93 uniquement pour être Premier ministre et qui est devenu populaire et qui est devenu présidentiable. Mais il sait bien, évidemment, Michel Barnier, qu'il lui faut passer par-dessus 3 obstacles. D'abord, l'obstacle de l'endurance, sa santé, il vient d'être opéré des cervicales, on attend les résultats, ça compte dans la politique. La durée aussi, l'endurance politique, est-ce qu'il va faire voter le budget ? Est-ce qu'il peut aller au-delà de l'hiver 2024-2025 ? Et puis, il lui faudra, s'il veut être présidentiable, la popularité.
Là, elle s'est rudement écornée sa popularité depuis 3 mois parce que, évidemment, il prend des décisions difficiles. S'il obtient des résultats dans les mois qui viennent, il sera populaire par ses résultats et pas populaire par ses intentions. Et ça peut faire de lui un présidentiable. Mais les résultats, ils tombent pas tout cuit du ciel. Alors on reste en France, Christophe, après une fusillade à Poitiers, laissant un adolescent entre la vie et la mort. Bruno Retailleau a alerté sur la mexicanisation de la France. Le ministre de l'Intérieur qui appelle à une mobilisation nationale contre les narcotrafics, comparant cette lutte à celle contre le terrorisme. Est-ce qu'il a raison d'employer ces mots ? Non, il n'a pas raison de comparer au Mexique. La mexicanisation, ça n'a pas de sens. 25 morts pour 100 000 habitants, c'est le taux d'homicide au Mexique il y a 2 ou 3 ans. On était à 1,5 morts pour 100 000 habitants en France. C'est pas une différence d'échelle à ce niveau-là, c'est une différence de nature. Donc on voit bien qu'il veut saisir les esprits par une comparaison très forte, mais elle n'était pas pertinente. En revanche, il a raison de tirer la sonnette d'alarme dans plusieurs directions par rapport au narcotrafic. Bien entendu, les violences, et on voit toutes les semaines des tirs de Kalachnikov et des jeunes mourir, aussi. Beaucoup de mineurs. Mais il a aussi pointé 2-3 autres phénomènes. Par exemple, il a pointé la corruption. Il va de soi qu'avec les masses d'argent, plusieurs milliards d'euros chaque année dégagés par le trafic de drogue dans notre pays, on paye des gardiens de prison pour qu'ils fassent passer des messages, on paye des policiers pour qu'ils préviennent à la veille d'une opération, on paye des fonctionnaires. C'est évident, nous ne sommes pas des saints dans ce pays et la corruption fait ses ravages. Il a mis le doigt aussi sur la responsabilité de la consommation, comme l'avait fait Darmanin, même si l'expression est peut-être un peu trop spectaculaire, votre joint a le goût du sang. C'est la réalité. Ceux qui consomment de la drogue, ils financent un système qui aboutit à l'achat de Kalachnikov pour tuer des mineurs à Marseille, à Nîmes ou à Poitiers. Il faut responsabiliser les consommateurs. Et puis il a raison, Bruno Retailleau, de pointer la globalité de l'écosystème. Ça sert à rien de couper les tentacules de la pieuvre, elle repousse. Il faut aller frapper le cerveau de la pieuvre. Oui, mais ça, c'est pas facile, parce que où est le cerveau ? Pour certains, ils sont planqués à Dubaï. Pour d'autres, ils sont aux États-Unis. Pour d'autres aussi, ils sont, au Maroc, les producteurs. Ah tiens, mais où était Bruno Retailleau la semaine dernière ? Il était au Maroc, avec le président de la République. Qu'a-t-il dit à ses homologues sur la production de cannabis, de marijuana au Maroc, qui arrive ensuite en France ? Probablement pas grand-chose pour ne pas fâcher le Maroc avec lequel nous sommes des nouveaux amis. Vous voyez, l'action d'un ministre, c'est pas facile. Un élu proche d'Emmanuel Macron, par ailleurs, Carl Olive, a proposé sur Radio J justement de déployer peut-être l'armée dans certains quartiers. Alors c'est pas la première fois qu'on entend cette proposition. Est-ce que c'est vraiment envisageable, Christophe ? C'est une proposition à manier avec précaution. On dit on va faire la guerre au narcotrafic. Alors on dit si on fait la guerre, on envoie l'armée. C'est logique et on peut le comprendre. Sauf qu'attention, faire la guerre, ça se joue au milieu de l'Atlantique pour arraisonner des bateaux. Ça se joue dans le Sahara pour arrêter les avions qui déchargent des cargaisons qui vont ensuite remonter vers l'Europe. Ça se joue dans les pays producteurs. Voilà. La guerre dans nos quartiers, c'est pas la même chose. Si on envoie l'armée dans les quartiers, elle va faire ce qu'elle sait faire, l'armée, la guerre. Et c'est pas ce qu'on veut parce que ça ajoutera des morts aux morts. L'armée n'est pas faite pour ça. Alors après, une présence militaire à certains moments pour épauler ceux dont c'est le métier d'intervenir, c'est-à-dire les policiers et notamment la police judiciaire, oui, pourquoi pas. Mais attention, l'armée, quand on la déploie, on ne sait jamais comment on va la reployer, si j'ose dire. Alors je voulais aussi vous faire réagir, Christophe, puisqu'il nous reste à peine 1 minute sur ce procès qui va s'ouvrir, un deuxième procès aujourd'hui, 4 ans après l'assassinat du professeur Samuel Paty, alors que 6 mineurs avaient été condamnés déjà l'an dernier par un tribunal pour enfants. C'est le procès de 8 adultes qui s'ouvre en effet devant la cour d'assises spéciale de Paris. 4 ans donc après l'assassinat de Samuel Paty. Quelle importance pour vous ce procès ce matin ? C'est fondamental. Le procès pour les mineurs a été frappé d'une étrange indulgence, notamment la mineure qui avait commencé à répandre le premier mensonge sur ce qui s'était passé dans la classe de Paty n'a pas été sanctionnée. La justice a été d'une indulgence étrange. Il ne faut pas recommencer avec les adultes, dont on voit bien la chaîne de responsabilité dans ce qui a mené à la décapitation de Samuel Paty. Alors, les droits de la défense sont pleins et entiers, le doute doit bénéficier aux accusés comme pour tout procès. Mais attention, parce que si l'on donne le moindre signe de faiblesse, on va armer le bras de ceux qui passeront à l'acte bientôt, pour égorger d'autres professeurs d'histoire géo, pour frapper dans d'autres salles comme le Bataclan. La fermeté de la République française sera un signe non seulement pour ceux qui ont été complices de l'assassin de Samuel Paty, mais ce sera un signe pour tous ceux qui rêvent dans notre pays de recommencer, parce que notre pays héberge de nombreux islamistes qui ne rêvent que d'une seule chose, recommencer. Ce qui a été fait à Samuel Paty, ce qui a été fait à Dominique Bernard, ce qui a été fait au Bataclan. Merci beaucoup Christophe, on se donne rendez-vous demain avec votre invité Eva Sass. Radio J.